What it do, baby? Bon, ceux qui ont écouté le podcast avec Sam Breton savent, j'ai dit que le repêchage était selon moi une fraude. Frauduleusement appliquée par la Ligue nationale. Si vous savez pas de quoi je parle, allez écouter le podcast avec Sam Breton. J'ai dit ce que je pensais. Je suis pas un conspirationniste dans la vie, mais ça me prend pour un imbécile. Mais vraiment avant, donc au mois genre de juin, on avait fait notre draft board. Donc, Charles Pellerin, David Bocage et moi, on s'est assis. On a fait nos recherches. On a écouté du hockey pendant des heures et des heures de Suède jusqu'en Suisse. Et je pense qu'on a le podcast le plus... à part celui de Dread sur le tape qui va vraiment encore plus focuser, qui est vraiment plus long que ce qu'on vous offre aujourd'hui. Mais on a sorti les 10 meilleurs joueurs, notre top 10. Vous allez être surpris du mien. Mais on a vraiment travaillé. On a fait des recherches. On a regardé du hockey. C'est pas juste je copie ce que Bob McKenzie dit. Là. Non, nous, on n'est pas dans cette business-là. Chaque point est étoffé. Chaque point amené... écoute, ça a discuté. Puis je pense que ça va être intéressant de voir où tout le monde se situe par rapport au repêchage. On sait que c'est les Rangers qui vont repêcher Alexis Lafrenière. Quand on a fait le podcast au mois de juin, on ne le savait pas encore. Mais qu'est-ce qu'on sait? C'est que notre draft board, lui, ne change pas. Donc, bonne écoute. J'espère que vous allez en apprendre un petit peu plus sur les jeunes joueurs. Puis, j'ai été harsh avec certains joueurs, je m'excuse, mais ça fait partie de notre boulot d'essayer de juger du mieux qu'on peut. À Vivons Merino, je dis tout le temps, maintenant, il va falloir que vous soyez le plus honnête possible. Je pense qu'on est extrêmement honnête. Donc, on s'en va écouter le podcast avec Charles Pellerin, David Bocage. Selon moi, les deux gars les plus calés au Québec en entier pour parler de repêchage. C'est beau parler de la Ligue LHJMQ, là, mais Charles Pellerin, il écoute du hockey universitaire américain. Il écoute du hockey en Suède. Un gars comme Dave Bocage, ces boys-là, ça n'a pas de bon sens comment leur draft est étoffé et extrêmement méticuleux. Donc, on s'en va écouter ça. Mais avant, je vous dis, vous pouvez acheter des tasses, des casquettes, des trucs sans restriction sur le zonecarrière.ca. Vous pouvez aussi encourager le pod en nous suivant sur Instagram @sans restriction. Finalement, merci à Bruno Mercure, partenaire du pod depuis jour 1. Merci au pod du peuple, vous autres, le people of the pod. Merci à Mathieu Brutus pour la musique. Sur ce, on s'en va voir notre draft board. Pour ceux qui écoutent le pod depuis le début, je vais vous raconter une petite histoire, je vais vous dire un secret. Puis Bruno Mercure, le partenaire du pod qui est là depuis le jour 1 du Kevin Raphaël Show, jour 1 de mes premières entrevues, il sait. Moi, je me prépare pour les entrevues, mais pas tant, je suis le flow. Mais quand je me prépare comme je me suis préparé aujourd'hui, c'est parce que je respecte l'intelligence, l'intellectualité de mes invités. Et ça, aujourd'hui, j'ai deux invités de marque, deux grands humoristes, mais c'est pas de ça qu'on parle aujourd'hui parce que c'est les deux plus grands connaisseurs de hockey junior, de hockey, les partenaires qui vont être dans la Ligue nationale du Québec ou peut-être même du Canada. My guy David Bocage, Dave Bocage et my guy Charles Pellerin. Comment ça va les boys? Ça va bien! J'adore comment t'as traité d'idiots tous les autres qui sont venus au podcast. Beaucoup de joueurs de la Ligue nationale. Des idiots avec des meilleurs wrist shots que nous, Charles. C'est ça. Mais surtout, la première fois que j'entendais le mot intellectualité. Et ça, c'est tout à ton honneur. Ça se dit pas, mais maintenant, oui, parce que c'est un mot qui n'existait pas, puis là, il existe. Puis, non, c'est une joke. Mais pour vrai, moi, je veux juste commencer en rendant à Seigneur tout à l'heure, mais moi, j'écoute, au niveau scouting, moi, je remets à Charles Pellerin ses lettres de noblesse. C'est vraiment de loin là, le plus crack des cracks. Donc, juste avertir d'entrée de jeu. C'est vrai, ouais. Moi, je suis la référence à David, en fait, à la base. Tout ce qu'il connaît, je lui ai transmis. Mais regarde, moi, en fait, moi, je suis les fun facts, puis toi, moi, c'est les fun facts random nostalgiques, et toi, c'est l'information du présent et du futur. Moi, je suis celui qui vit dans le déni de pas travailler dans le management d'une équipe. C'est exactement ça.
Ben, c'est quoi, Charles? Notre slogan, Charles et moi, c'est « On fait de l'humour en l'entendant et un jour, on va vivre de notre passion. » Wow. Mais moi, je vais vous dire, comme j'étais hype, c'était encerclé dans mon calendrier. Ça fait 2 semaines que je me prépare activement pour cette journée-là. Et je veux juste mentionner que je sais que nous, ça va être un survol du draft. Mais vous, sur le podcast Dread sur le Tape, qui est selon moi le meilleur podcast de sport, si on enlève sa restriction, bien sûr, là, parce qu'il y a gotta respect my people. Mais le meilleur podcast de sport au Québec, c'est tout le temps bon. Il y a personne qui fait des recherches comme Dave. Puis avec l'ajout de Charles pour le spécial de draft que vous allez avoir, je sais pas c'est quand, Dave, sais-tu déjà quand vous allez release? Ouais, en fait, tout d'abord, merci Kevin. Deuxièmement, écoute, oui, en fait, les gens m'écrivent puis écrivent à Charles constamment à savoir, ben là, est-ce que vous faites le spécial draft? Absolument qu'on fait le spécial draft. Oui. C'est pas une tornade qui va nous empêcher de savoir qui sont les meilleurs Suédois de chaque cohorte. Et on va le faire, en fait, là, en ce moment, au moment d'enregistrer l'épisode, je sais pas quand tu comptes le difficile, mais au moment d'enregistrer, 15 mai 2020, la Ligue nationale est encore en limbo pour l'annonce de la date du draft. Alors, le draft, pour ceux qui ne savaient pas, était supposé être à Montréal fin juin. Là, on est mi-mai et ils ont parlé d'une possibilité de le faire début juin. Les directeurs généraux ont témoigné que c'était pas du tout avantageux pour personne de faire ça dans 2 semaines. Donc, si ça se trouve, ça va peut-être être reporté après la saison, donc peut-être plus à l'automne. Au moment d'enregistrer, on ne le sait pas, mais sachez que quand la date du draft est su, nous, on s'adapte et on va enregistrer ça pour être vraiment le plus, parce que si on l'enregistre là puis le draft est à l'automne, il y a tellement de trucs qui vont avoir changé que ça sera plus d'actualité. Donc, on attend juste de savoir la date du draft et dès qu'on l'a, on vous l'enregistre et on vous le sort et c'est 2 heures de détails, on va et de profondeur. Ouais. On va très loin. 2 heures, t'es prudent, là. C'est autour de 3 heures. Puis, je parlais de l'introduction. 2 heures, c'est l'intro. C'est l'intro, exact. On parle d'Alexis Lafrenière et ensuite, on s'attaque aux autres. Mais on fait aussi, j'ai commencé à faire ça l'année passée, mon Kev, je fais un petit document de repêchage. Je fais ma liste, puis je la sors officiellement. Fait que je me mouille à chaque année avec mon classement. Les gens peuvent aller chercher ça sur le site de Dave, sur le site de Dread sur le Tape. Absolument. Et moi, je te dirais, c'est la première année que je suis autant invest. Ça, c'est à cause de vous autres. Puis, c'est la première année que je vais release mon top 10. Et moi, je vais vous dire une chose. Quand je vais vous dire mon top 10, moi, premièrement, j'ai des raisons pour chaque pick. Puis, je vous dis, les boys, il y a des gens qui vont hate, mais il faut d'entendre ma raison avant hate, OK? Je sens que tes raisons vont être plus, genre, humoristiques que hockey. Genre, il adore le Bruno. J'en ai 10 raisons, ça va être genre, c'est mon patinet. À chaque fois, ça va être ça. Est-ce qu'on y va, guys? On plonge? Moi, comment je fonctionnerais, là? Je vais lire un peu selon les odds, à quoi ça ressemble en ce moment, ça ressemblerait à quoi le draft board si le draft était aujourd'hui. Puis après ça, on peut y aller un à la fois. Numéro 1, on donne nos picks. Numéro 2, on donne nos picks. Numéro 3, on donne nos picks. Est-ce que ça vous va? Ouais, on peut y aller comme ça, mais avant, j'étais juste curieux. Kev, j'aurais aimé connaître ta préparation, savoir ce que t'as fait pour te préparer. OK. Ça, c'est une question qu'on appelle une question de trop, ça, Charles. Non, j'en ai parlé avec Bruno avant qu'on enregistre. Moi, comment j'ai fonctionné, c'est que j'ai pris les 20 meilleurs joueurs selon plusieurs draft boards. Puis, j'ai pris vraiment, vraiment beaucoup. Puis, j'ai comme ranké les joueurs selon ce que le monde pensait. Puis après ça, j'ai été voir chaque joueur, chaque stats, chaque highlight tape qui est sur Internet. Il y en a qui étaient pas sur Internet. Il y a des partenaires en Suède qu'il fallait que je décryptique le site Internet qu'il y avait. Puis j'ai vraiment, tu sais, je me suis un peu comme le podcast sur Last Dance que les gens vont avoir écouté quand ils vont entendre ça, là. Toute la recherche qui a été mise dans Last Dance, c'est le même style qui a été mis dans ce podcast-là. J'ai vraiment pris ça à cœur parce que je respecte, puis je veux pas avoir l'air trop d'un imbécile à côté de vous, même si je sais que c'est vous la sommité, mais j'ai vraiment pris à cœur le draft, puis j'ai mon draft board à moi, puis c'est sûr que je regarde tout le temps les World Juniors, fait que j'avais déjà une idée d'une couple de gars, mais quand tu vas in-depth, quand tu fais des recherches in-depth, c'est là tu fais
le patin est pas si bon que je pensais. Donc, j'ai vraiment hâte pour Delvin. Mais moi, je veux juste que vous sachiez d'entrée de jeu que ma liste, c'est la liste de Charles. Dans le sens que c'est ma référence, mais je vais jump in parce que je connais les joueurs. Fait que vous pouvez commencer, les gars, puis allons-y. OK, parfait. So, selon les odds, ça serait, puis là, je prenais pas ça pour du cash, là, mais ça serait, il y aurait Détroit, Ottawa Kings, Ducks, New Jersey, Buffalo, Montréal, Blackhawks, New Jersey dans le top 10. Ça fait du sens? Ouais. Ça ressemble Parfait. à ça, ouais. Moi, mon premier pick, roulement de tambour, sans aucun doute, Alexis Lafrenière, 112 points en 52 games, 10 points en 5 matchs au World Juniors. Moi, ce qui m'impressionne le plus, Alexis, c'est sa vision. Ce qui m'impressionne le plus, c'est qu'il est capable de ralentir le jeu. Quand on l'avait eu sur Kevin Raphaël Show, j'avais fait l'entrevue avec, je trouvais que c'était quelqu'un de très mature, de quelqu'un qui est prêt à jouer dans la Ligue nationale aujourd'hui. De toutes les discussions que j'ai avec lui, que ce soit sur Instagram ou whatever, c'est pas un imbécile comme je connais bien des imbéciles. Là. Et ce que les gens savent peut-être pas sur Alexis, ça fait 3 ans qu'il s'entraîne à Boisbriand avec les pros. Puis des pros avec qui il a joué, ils me disent, yo, le patinet domine déjà. Donc, j'ai vraiment hâte de le voir dans la Ligue nationale. Il est très fort. Il est très, très fort. Ah oui, il est vraiment fort. Moi, je partage ton avis, Kevin. Je pense que le consensus, c'est Alexis Lafrenière, hein, la plus belle chose à être sortie de Saint-Eustache depuis Corias, on va se le dire. Puis, non, moi, je l'adore, Alexis. Je trouve que sa vision du jeu est exceptionnelle. Il y a pas vraiment de défaut, Alexis. Moi, j'ai aimé aussi comment il a su gérer la pression, là, d'être établi comme le numéro 1, comme le meilleur espoir de sa QV. Ça vient avec son lot de pression, puis on dirait que ça le nourrit au lieu de l'étouffer. Donc, je pense que ce serait mon choix si j'étais les Red Wings de Détroit. Mais je suis pas persuadé que c'est le choix des Red Wings, Alexis Lafrenière. Ouais. Moi, je crois que si les Red Wings sont le premier choix, il y a de fortes chances de les voir sélectionner Tim Stutzle, l'Allemand. Ah ouais? Moi là, je te le dis. En créole, on dit tonnerre razim. Ça veut dire que le tonnerre me frappe si ça arrive. Tonnerre razim. Si Alexis Lafrenière est sous le board, t'es une équipe de la Ligue nationale et tu prends pas Alexis Lafrenière, tu mérites de perdre la vue parce que t'as pas vu qu'est-ce que tout le monde voyait. Je comprends pas quelqu'un qui ne pourrait pas prendre Alexis Lafrenière. Ça, c'est mon talk. Je comprends. En même temps, il y a quelques années, plusieurs juraient par Nail Yakupov, puis finalement, ça n'a pas fonctionné. Je dis pas qu'Alexis est Nail Yakupov, là, au contraire. Moi, je le compare un peu à Jonathan Huberdeau, Alexis Lafrenière. Je sais pas si vous êtes d'accord, les gars. Ouais, je trouve que c'est un bon je vois ça, ouais. Parce que Huberdeau, faut pas oublier, là, des saisons de 90 points, là, c'est pas rien du tout, là. C'est pas du tout un petit comparatif. Au contraire, là, je trouve ça très flatteur, même si Alexis pourrait évidemment surpasser ça. Je pense l'affaire avec Alexis aussi qu'il faut savoir pour un espoir numéro 1, c'est que j'ai peut-être une affaire, je veux pas dire qu'il joue contre lui, mais une affaire qui est plus rare, c'est que souvent un espoir numéro 1 on va chercher un défenseur numéro 1 ou un centre numéro 1. Faut dire qu'Alexis était lié aussi. Ça, c'est un aspect qui le sort du jeu. S'il était centre, je pense qu'il serait encore plus numéro 1. C'est ça que je veux dire. Mais ça reste que c'est un joueur extrêmement dominant. Je veux dire, Ovechkin est un ailier, puis ça change pas. Je pense que ça ajoute à son pedigree parce que c'est rare de voir un ailier qui fait consensus au choix numéro 1. Ça veut dire qu'il est profondément dominant comme ailier. Puis moi, j'ai bien aimé, j'ai écouté une entrevue récemment, c'était Stéphane Dubé, qui est son préparateur physique, qui parlait d'à quel point Alexis prenait ça au sérieux, son entraînement. Et j'aimais aussi, il s'est fait offrir de s'entraîner dans le gym avec les pros. Il a refusé, il a décidé de s'entraîner avec ses amis. Je trouve que ça parle beaucoup sur sa personne. Ça veut dire que c'est un gars loyal, c'est un gars d'équipe, il aime être avec son monde. Puis je pense que ça peut jouer pour lui à long terme. Tu sais, quand il était venu sur Kevin Raphaël Show, j'avais dit, qu'est-ce que tu fais? Il dit, moi, je chill avec mes amis au parc. Lui, c'est un petit kid de Saint-Eustache. Il mange des grilled cheese. Il chill avec ses amis. Il est bon au hockey. Ce que j'aime beaucoup d'Alexis, puis là, on va dire, ouais, mais il y a 112 points en 52 games. Moi, c'est son plus et moins. Ça veut dire, là, que t'es pas
t'es quand même fiable défensivement, même si t'as 112 points. Je comprends que ça fait augmenter tes plus rapidement, là. Mais on va le voir avec un autre défenseur québécois que j'ai pas mis dans mon top 10, mais je voulais quand même mentionner. Pour moi, ça parle beaucoup. Puis Alexis Lafrenière, moi, je te dis, si quelqu'un passe sur Alexis Lafrenière, je vais les bloquer sur Twitter, je vais les bloquer sur Instagram, je veux plus jamais voir leur contenu. Je veux plus jamais voir leur contenu parce que c'est disrespectful. Je pense aussi que ce qui aide la maturité d'Alexis, c'est qu'il est pratiquement, il était pratiquement éligible au draft de l'année dernière, si je me trompe pas, Charles. Ouais, il a manqué de quelques semaines, 2 à 3 semaines de mémoire. Une année de développement complète à cet âge-là, c'est tellement primordial, puis ça fait tellement des différences cruciales à 16 ans, à 15, 16, 17 ans, que je pense qu'il a vraiment tourné ça à son avantage. Il en a profité pour aller au World Juniors, pour dominer, pour gérer la pression. Puis là, je pense que les équipes ont fait OK, ce gars-là, s'il y avait des doutes. Exact, mais tu sais, l'argument de son âge, premièrement, il a super bien progressé, comme tu dis. Là, son année de 18 ans était phénoménale, mais même comme underager, il a été dominant. Là, au U18, je pense que c'est au Ivan Linka, il était capitaine. Il a gagné la médaille d'or. C'est lui qui était le meneur de l'équipe. Ça dit beaucoup là, de te faire nommer capitaine alors que t'es le deuxième plus jeune joueur de l'équipe. C'est phénoménal. Là. Puis il y a aussi, tu sais, tantôt on parlait de Yubi, on parlait de Huberdeau, puis je trouve que la progression d'Huberdeau s'est faite graduellement. Il est pas arrivé dans la ligue dominée, tu sais. Ouais. Ça s'est fait graduellement et s'est rendu vers faire son 92 points. Moi, je pense que demain matin, Lafrenière, là, tu lui donnes un joueur de centre de ligue nationale, là, il peut donner des problèmes à des gens, là. Lafrenière peut donner des mal de tête à beaucoup de gardiens de but dans la ligue nationale. Donc, c'est pour ça que, tu lui donnes un vrai centre, là? Shit! Alors, ouais, c'est sûr qu'il va être bon, mais faut pas oublier, par exemple, qu'il va jouer contre des défenseurs puis des goalers de la Ligue nationale aussi. Dans le sens qu'à 18 ans, malgré toute sa domination, c'est sûr qu'il faut que les gens donnent un peu répit à Alexis parce que le gap entre le junior et la NHL est monstrueux. Là, lui fait partie d'une petite minorité qui peut gérer ce gap-là par un niveau de talent complètement supérieur à la moyenne. Mais donnez-y quand même un peu le temps là, de s'adapter à la Ligue nationale. Je veux dire, il va arriver devant Shea Weber là, l'année prochaine. C'est quand même mon gars, tu sais. Mais oui. Ouais, mais il s'est entraîné avec les joueurs de la Ligue nationale. Dans ma tête, je me dis. Il va jouer NHL. Il va jouer NHL cette année puis il va être bon. Ouais. Est-ce qu'il va faire 90 points cette année? Peut-être pas. C'est juste ça que je veux dire. Fait que donnez-y le temps de prendre de la masse musculaire. Mais ce gars-là, dans 2-3 ans, ça va être agressif. Moi, je le vois peut-être faire une première saison de 40-50 points, puis après ça, progresser de manière assez constante. Là. Puis je me dis aussi qu'avec tout ce qui se passe en ce moment, c'est peut-être à son avantage parce que c'est pas tous les joueurs de la Ligue nationale qui vont pouvoir être en top shape, disons. Il y en a plusieurs qui n'ont pas accès à des gyms. Donc, peut-être que ça va avoir un effet un peu égalisateur, du moins, ou peut-être que le talent va ressortir un peu plus. Bon. Ben, écoute, Alexis Lafrenière, il y a eu 5 minutes du pod juste pour lui. mais il mérite. Puis pour finir avec la fille, le truc que j'aime le plus, c'est quand j'entends les gens qui sont proches de lui parler de lui. Quand j'entends, je ne mérite pas de nom, mais j'ai des gens que je connais qui sont très très proches de lui puis qui me parlent, lui, puis je suis comme OK, le kid a compris des affaires que les kids de 18 qui rentrent dans la ligue n'ont pas compris, et c'est ce qui va être sa force. T'as bien beau être bon au hockey, puis on le sait les boys parce que on commence à côtoyer beaucoup de joueurs de la Ligue nationale. T'as beau être bon au hockey, mais quand t'es un imbécile, ça fait en sorte que t'es moins bon au hockey. Lui, c'est pas un imbécile, donc je pense qu'il va être numéro 1. Yep, je pense que c'est indéniable. Numéro 2, mon numéro 2, puis moi, je vous dis ça, moi, c'est ma liste selon si j'étais dépisteur. Moi, je donnerais cette liste-là à Marc Bergevin. Mon numéro 2, Tim Stützle. Écoute, lui, il m'a fait ouvrir les yeux au World Junior, comme tout le monde, là. Lui, c'est... On savait, en tout cas, moi, personnellement, je savais pas c'était qui avant le World Junior. J'ai vu au World Junior. Puis c'est pas juste quand il fait des points, puis quand il fait des points, puis il aide son équipe. Non. Moi, là, c'est
Moi, quand tu fais un but ou une passe, là, pis t'es aussi content que comme si t'avais gagné la Coupe Stanley, j'ai besoin de toi dans mon équipe. J'ai pas besoin... Moi, les gars qui font des points, là, pis que y a aucune réaction après le but, c'est comme s'ils avaient déjà été là. Non, on joue au hockey, on a du fun. Dans la ligue, la Dell League, whatever le nom, là, 31 points à 41 games. Mais regardez ces highlights à ce gars-là, là, c'est pas, t'as déjà pris, tu sais, quand tu veux vérifier si ton brownies est bon, tu rentres un pic dans le milieu puis tu le ressors, mais c'est aussi smooth que ça, regardez Team Stutzel patiner. C'est ça. Oh, c'est spot on, j'adore ça, Kev. Tim Stutzel, pour ceux, là, parce que tu as donné ses statistiques en ligue élite allemande, parce qu'il est allemand, et oui, l'invasion allemande commencée par Draisaitl et peut-être Marco Sturm plus avant se poursuit, mais de jouer, faut que les gens sachent, parce que peut-être que ici ils voient les stats à Lafrenière qui fait 2,5 points par game dans le junior, puis qu'ils voient Stutzel qui fait 34 en 41 dans la ligue allemande, ils se disent il est pas si bon, il a même pas un point par match, mais c'est une ligue professionnelle avec des hommes de 20 dans la vingtaine avancée et dans la trentaine. Donc, ces stats-là dans une ligue allemande professionnelle à son âge, c'est vraiment, vraiment exceptionnel. Il faut juste que les gens sachent. Ah non, c'est à un autre niveau. Là. Moi, je pense que ces statistiques et en CHL, ça équivaut peut-être à 100 points, peut-être même. Ah ouais. NCAA, c'est pas loin d'un point par match, assurément. Moi, je l'ai adoré. Je l'avais dans mon top 10, top 5. Avant les World Juniors, puis après les World Juniors, c'était un top 3 assuré pour moi. C'est un joueur excessivement rapide. Moi, ce que j'ai aimé aussi, c'est de voir à quel point il était en confiance. Moi, j'adorais ça. Je l'ai vu frapper sur la glace avec son bâton au moins 5 fois pour recevoir la rondelle, puis je pense que ça parle beaucoup d'un joueur. Ça montre à quel point il avait faim, tu sais. C'est qui toi, numéro 2? Numéro 2, j'ai Tim Stützle aussi. Je vais y aller avec Tim Stützle. Yo, je vais juste prendre un break pour dire au peuple, yo, ça c'est un podcast, mon ami. Ça là, yo, en ce moment j'ai des frissons tellement le pod est bon. Fait que, on est tous à la même place pour Tim. Vas-y. Ah, il est fort. Non, parce que j'aime ça parce que aussi, juste rappeler que ton argument numéro 1 pour Tim, c'était l'enthousiasme. Donc, encore une fois, c'est des choses... Non, c'est pas mon argument numéro 1! C'est pas mon argument numéro 1, mais c'est dans le... Moi, je te dis, j'ai ça quand les gars, ils scorent pis y a pas de réaction. Yo, toi, tu viens jouer dans mon équipe, là, j'ai besoin que tu sois hype. Puis en plus d'être hype, le gars joue dans une ligue où les joueurs de la ligue payent des bills. Ils payent des factures, ils ont des enfants, ils ont du poil sur les bras. Tim Stützle joue avec des grown-ass men, puis là, il les fait paraître comme des timons à côté de lui. Donc, moi, j'avais pas le choix de le mettre numéro 2. Numéro 3, c'est là... Vas-y. J'allais juste dire en terminant pour Tim Stützle que qui y avait dans son équipe en Allemagne cette année? Marcel Gottsch. Puis c'est vraiment juste ça que je voulais dire. Incroyable, ça. Un des premiers Allemands à venir. Et Marcel Gottsch avait 5 points. Et Tim, à 18 ans, il en avait 34. Donc, et Marcel a joué dans la Ligue nationale genre 10 ans. Fait que, en tout cas, bref. Continue. Pour donner l'image aux gens, moi, je pense que le joueur qui me vient le plus souvent en tête quand je le vois jouer, c'est peut-être un Patrick Kane. Oui. Je pourrais dire qu'il est aussi dominant que Patrick Kane. Tu sais, Patrick Kane, c'est un money player. On va se le dire. Il n'y a pas plus showbiz que Patrick Kane sur la patinoire, mais je pense que ça peut être comparable. Ben yo, on était à la même place. Bon, mon numéro 3, c'est là que il va y avoir de la discorde à partir de... La discorde va commencer à partir de maintenant jusqu'à la fin du draft. Parce que, bon, mon numéro 3, c'est Michael Rossi. Lui, moi, c'est pas le plus gros, c'est pas le plus... c'est pas le plus impressionnant physiquement, mais, tu sais, 5 pieds 8, 170 livres. 81 passes cette année, et pas seulement ça, c'est le fait qu'il y a eu une deuxième moitié de saison aussi forte. À partir du mois de décembre, là, le gars était inarrêtable. Son coup de patin, man, c'est explosif. C'est pas Connor McDavid, là, mais c'est juste assez explosif pour que tu un défenseur, tu fasses « Oh shit, il s'en vient ». Capable de mettre la rondelle dans le filet, c'est pas nécessairement sa force, mais quand même 39 buts cette année.
moi, je le mets aussi haut sur mon draft board parce que il a tellement eu une éclosion exceptionnelle puis il a tellement été constant depuis que c'est pas juste comme un blip sur le Raider, là. Fait que moi, j'ai mis 3. Toi, t'as mis qui 3? Moi, est-ce qu'on y va pour ma liste des futurs meilleurs joueurs ou on y va pour quel serait mon choix? Parce que Marco Rossi, je te l'accorde, moi je suis un fan inconditionnel de Marco Rossi, mais si je suis les Sénateurs d'Ottawa, puis je viens d'aller chercher Team Studley au 2e rang, moi je crois que ma sélection, ce serait Jamie Drysdale. OK, mais attends, parce que là, on fait pas la même chose. Je pense qu'il faut y aller avec selon ta liste, là, nonobstant de l'équipe, toi, Charles Pellerin, tu prends... Si Alexis Lafrenière est plus là, Stoudzul est plus là, c'est qui ton 3e que tu prends pour ton équipe? T'as un pick. Tu piques 3e. J'ai un seul choix? Ouais. Sais-tu quoi, moi, autant que j'aime Rossi, je vais persister, je vais y aller avec Jamie Drysdale pour ma part. Je vais... Au 3e rang, ce serait mon choix parce que c'est tellement rare des défenseurs comme Jamie Drysdale. On peut les compter. Ouais, vas-y. Je veux juste dire, là, je l'ai appelé Michael, c'est Marco. Je m'excuse, je l'ai appelé Michael, là, my bad. My bad, là, mais oui. Ouais, c'est Marco Rossi, mais tu sais, Jamie Drysdale, c'est pas un gros défenseur. Il doit être autour de 5 pieds 11, 5 pieds 10, mais c'est possiblement le meilleur patineur du draft. Tu sais, peut-être pas le plus explosif par en avant, mais par en arrière, je pense qu'il peut gagner contre les attaquants qui vont par en avant. Là. C'est exceptionnel comment ce gars-là patine. Moi, je le compare un peu à Cale Makar, mais une version plus sobre, tu sais, un peu plus timide que Makar. Makar, c'est des mains explosives, c'est comme... Makar, c'est une superstar, mais Drysdale, c'est dans le même style, il patine bien, il défend bien, il appuie l'attaque. Tu sais, ce gars-là va jouer 25 à 30 minutes par match pendant 5 à 10 ans, puis après ça, il va continuer à jouer autour de 20-25, mais c'est un stud, là. Tu sais, t'as besoin de ce genre de gars-là. Puis moi, de le voir monter les échelons au World Juniors, finir par être un top 4 pour Team Canada, ça me montre à quel point il est capable de s'adapter, puis son talent est exceptionnel. Fait que je vais y aller avec Jamie Drysdale. Vas-y, Dave. Ben, Jamie Drysdale, c'est un gars vraiment... Moi, je suis aussi vraiment un fan parce que c'est comme il représente la nouvelle NHL. C'est exactement le genre de gars qui se serait fait mépriser, je pense, il y a 10 ans, 15 ans, un peu comme Ryan Ellis. C'est comme si Ryan Ellis était un peu en avance sur son temps dans ce sens-là, mais un genre de petit défenseur droitier, là, si je me trompe pas, Charles. Il est juste une intelligence du jeu, des pieds rapides. Il demande à Charles, à nous. Je savais, il demande à Charles, à nous. Non, mais non, c'est... écoute, si tu savais pas le prénom à Marco Rossi, je voulais pas te piéger avec le côté... avec le gaucher-droitier Drysdale. Faut que tu demandes à quel gâteau Jamie Drysdale lui fait penser. Là, il va le savoir. À quel brownie? Mais non, Drysdale est bon. Écoute, c'est sûr que honnêtement, il y a du monde pourrait sursauter parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de monde qui, à ce spot-ci, aurait, de manière sans équivoque, aurait peut-être du Quentin Byfield. Peut-être qu'il y en a qui sont choqués en ce moment qu'on n'a pas nommé Quentin Byfield, mais en même temps, je sens qu'on va y venir dans pas longtemps. Fait que je vais te laisser continuer ta liste, mon Kev. Lui, je vais revenir à lui. Mais ouais, je vais juste dire sur Drysdale, moi, personnellement, c'est le style de joueur que moi, je suis les Sénateurs d'Ottawa, là, pour jouer avec Thomas Chabot. Oh Lord Jesus! Pour jouer avec petit Thomas. Puis t'as pas nommé aussi Eric Brandstrom, tu sais, il pourrait jouer avec soit Brandstrom ou Chabot qui sont... C'est vrai. Ça veut dire que ça serait un top 3 de type Big 3. Avec un deuxième paire qui serait Brandstrom et Bernard Docker. Oh putain. Docker qui était... Moi, c'est moi. Avoir un pop mover comme Drysdale, je trouve ça vraiment bon. Et encore une fois, moi, cette statistique-là, puis je sais que
au junior, il y a tellement de facteurs qui peuvent jouer contre cette statistique-là. Mais moi, t'es défenseur, t'as 47 points, puis t'es encore dans les plus et les moins, t'es à plus 9, I respect that. T'es au World Junior, t'es plus 3, I respect that. Under 18, t'es plus 7, I respect that. Donc, je comprends ton choix de Drysdale au 3 et moi, mon Michael Rossi en 4. Marco. Mais ça, c'est les commotions. C'est ça. OK. Numéro 4, là, encore une fois, je vais peut-être surprendre des gens. Moi, je vais avec right-winger Lucas Raymond. C'est selon moi, de ce que j'ai vu, le joueur le plus complet du draft. OK? Le petit patinet peut tout faire à 4 points au World Junior. C'est pas les meilleurs stats. Moi, je pense que c'est un prospect. Je pense pas que Lucas Raymond va arriver dans la Ligue nationale demain puis va brûler la Ligue. Moi, je vois un Lucas Raymond qui va être comme Mika Zibanejad, qui va avoir une belle progression, puis à 24, il va atteindre un pic que le partenaire peut scorer 5 buts au Madison Square Garden quand il veut. Donc, moi, mon 4, c'est Lucas Raymond. J'aime ça, c'est audacieux, Kevin. Je suis pas d'accord avec toi sur le fait que c'est le joueur le plus complet du repêchage. Pour moi, le joueur le plus complet, c'est Marco Rossi que tu as mis 3e. Yeah. C'est difficile de déterminer Lucas Raymond parce que moi, je l'ai adoré à l'international, mais en Ligue élite suédoise, ça a été plus difficile. Mais d'un autre côté, c'est un gars de 17 ans. Exact. Qui est un peu plus petit physiquement. C'est difficile de l'évaluer avec des adultes qui ont du poil, comme tu le dirais. J'aime son talent, j'ai de la misère à le placer. Tu vois, moi, ça a été un de mes casse-têtes. Par contre, moi, pour mon 4e choix, je pense qu'il est temps de le nommer. Son potentiel est trop haut. J'y vais avec Quinton Byfield. Le patinet! Non, c'est pas mon patinet. Pour ceux qui le connaissent pas, c'est 6 pieds 4, 215 livres, une bombe sur patin. Quand tu vois Quinton commencer à exploser vers l'avant, tu veux pas être dans son chemin, là. C'est violent à quel point ce gars-là est explosif. Moi, je suis pas convaincu de son hockey sense. Je pense qu'il est bon, son hockey sense, mais je suis pas sûr à quel point c'est élite. Mais il a trop de qualité, puis il est super jeune, là. Quinton Byfield, il est né au mois d'août. Donc, au moment où on se parle, il a 17 ans. Tu sais, c'est pas, il a pas eu ses 18 ans encore, puis ça parle beaucoup. Tu sais, il est 1 an plus jeune que Marco Rossi, 1 an plus jeune qu'Alexis Lafrenière. J'ai hâte de voir sa progression. Fait que pour moi, le choix numéro 4, ce serait Quinton Byfield. Pour Byfield, on va en revenir. Mais j'aime ce que tu me dis de Lucas Raymond. Moi, il a quand même fait 10 points dans la Ligue de vieux, là. Puis c'est pas la meilleure ligue, là. Mais il a quand même fait 10 points dans la Ligue de vieux en 33 games. Son plus et moins, il est plus 6. T'sais, il est fiable défensivement. Moi, j'aime beaucoup Lucas Raymond. Si on y va vers le numéro 5, j'ai mon Jamie Drysdale, que toi, t'avais mis numéro 3. Ouais. Toi, t'as mis quoi, numéro 5? Moi, j'ai mis ton beau Marco Rossi, la merveille de l'Autriche. Yeah. Moi, Marco Rossi, ça me fait mal de le mettre 5e. J'ai envie de le mettre plus haut parce que ce gars-là est vraiment complet. Tu sais, ce gars-là, c'est Patrice Bergeron. Puis je wow! Non, c'est exceptionnel. C'est comme c'est un petit sorcier, ce gars-là. Ça n'a pas de sens, les feintes que je l'ai vu faire. Son playmaking élite. Puis son jeu défensif, vous irez voir, OK, le top prospect game que la CHL fait à chaque année. Mm-hmm. C'était impressionnant de le voir enlever la rondelle à tout le monde. Il est tellement intelligent. Il utilise son corps pour séparer la rondelle du joueur. Tu sais, il y a plusieurs personnes qui le trouvent petit, mais physiquement, il est vraiment fort. Je sais pas comment le décrire, là, mais il est super bas sur ses patins. Tu sais, il patine vraiment assis. Puis ça lui donne une force. Des fois, tu as l'impression qu'il est pas explosif là, à cause de cette position-là, mais il l'est, puis il patine super bien. Fait que moi, j'y vais avec Marco Rossi. Et il y a plusieurs personnes qui disent que son âge, étant donné que lui aussi,
son âge pose problème, là, c'est un late, mais il a à peu près le même âge qu'Alexis Lafrenière. Fait que, tu sais, l'argument s'annule pour moi. Le gars a fait 120 points en OHL, peut-être 126 même, si je me trompe pas. En fait, 120 points en 56 matchs. C'est quand même plus que 2 points par match. Là. C'est fou quand même. Là. Il n'y en a pas gros qui font ça. Là. Vas-y. En fait, je vais te poser une question, Dave. Dave. Ouais, par rapport à Marco Rossi. Demain matin, on t'offre le choix entre Marco Rossi ou Johnny Gaudreau, tu prends qui? Parce que moi, je prends Rossi. Oh putain. Tu sais, genre, Johnny Gaudreau, juste rappeler que c'était un choix de quoi? Ouais, c'est ça, j'allais dire presque 5e. Tu sais, c'est un gars qui est passé complètement sous le radar, là, ce qui serait plus le cas avec des gars comme Rossi. Ben, c'est parce que je pense qu'ils sont quand même différents. Charles, tu jump in, là, si je dis n'importe quoi, mais Gaudreau, c'est offensive. Et Rossi, je pense, c'est vraiment comme Charles a dit, un package beaucoup plus complet. Moi, avec ce qui se passe avec les Flames en ce moment, qui ont eu de la misère, tout ça, on dirait que l'espèce d'edge compétitif de Johnny Gaudreau, je trouve qu'il est un peu exposé. Fait que moi, ce que je me demanderais, c'est, je sais pas si tu en connais plus de ce côté-là, Charles, mais Marco Rossi, au niveau de sa personnalité puis de son edge compétitif, son côté, c'est tout l'aspect psychologique qui est plus évalué maintenant au draft. Y a-tu du chien un peu plus, Rossi, tu sais? Y a-tu ce désir-là un peu plus de gagner? Ouais, moi, je trouve que du chien, puis de ce que André Tourigny disait, c'est un gars qui est dédié au niveau de la condition physique, c'est un fan de hockey, là. C'est tout ce qu'il fait de ses journées. Fait que pour moi, ça en dit pas mal, là. Puis, numéro, vas-y. J'allais juste vérifier, c'est ça, je voulais juste vérifier pour être sûr, mais il est bel et bien centre, alors qu'un gars comme Gaudreau est winger. Tu sais, fait que je pense que Gaudreau a besoin d'un gars pour lui faire des passes, alors que je pense que Rossi est un gars qui peut plus créer d'offensive autant pour lui-même que pour ses alliés, tu sais. Mais tu sais, Johnny Gaudreau a fait une saison 99 points. 99 points. Fait que demain matin, tu me proposes Johnny Gaudreau pour Marco Rossi. Tu sais, je me trouverais peut-être imbécile de dire non, mais à long terme, Marco est vraiment complet. Là. C'est ça qui est excitant. Tu sais, tu veux bâtir une formation, tu te dis, est-ce que je prends Gaudreau pour qui je suis pas certain de le mettre dans des situations critiques, ou je mets Rossi dans mon line-up puis je sais que je peux le faire jouer partout. Mon gars, moi là, j'ai le Snoop Dogg feeling pour Marco Rossi. Je suis high sur Marco Rossi. Fait que moi là, all in avec Marco. Aïe, beaucoup d'informations, beaucoup de noms, J'espère que vous prenez des notes et vous faites comme, ah yo, Kev il est sous, ou bien, oh yo, ça c'est nice, ou bien yo, comment Kev a mis bye, oh. Ah, mais en ce moment-ci, je vous dis que vous pourriez assurer la pérennité du podcast, faire en sorte que le podcast lives on forever, en achetant une tuque, une casquette ou une tasse zone sans restriction sur le zonecarrière.ca. Donc, allez-y, dépêchez-vous. Ça fait en sorte qu'on peut acheter de l'équipement local, etc. Donc, on retourne écouter Charles Pellerin, Dave Bocage et moi-même. Let's go! Numéro 6, mon numéro 6, parce que je trouvais ça trop disrespectful de le mettre aussi loin, mais la raison pourquoi il est là, puis je l'ai mis là parce que il y a trop de possibilités d'être fort, c'est Quinton Byfield. T'en as parlé, Charles. Mon problème avec le patinet. Pourquoi le patinet n'est pas numéro 2 comme où il devait être au début? Il a l'air d'être soft! Le patinet a l'air soft! C'est quoi? C'est les Kleenex Charming, les papiers rouleau toilette Charming. C'est soft. C'est Quinton Byfield. Puis je sais qu'il faut pas dire ça sur des kids de 17 ans, mais lorsque je le compare avec tous ceux qui sont dans mon top 6 en ce moment, c'est le plus soft des 6. Je comprends que c'est le plus jeune, mais son potentiel est tellement énorme que je peux pas le mettre plus bas que 6. Mais demain matin,
je prends pas Quinton Byfield et moi, je ne pense pas qu'il commence dans la Ligue nationale sa première année ou sa deuxième année. Charles? Charles est choc. Charles est tombé en bas. Bon, j'ai muté mon micro sans le vouloir. Je suis pas prêt à dire que Quinton Byfield est soft. C'est difficile parce que je l'ai vu des matchs avec les Wolves de Sudbury où il était intense, il était impliqué dans les jeux, puis je l'ai vu dans des matchs où il était un peu plus effacé, tu sais, puis c'est pour ça que le comparatif avec Evgeny Malkin est bon, c'est, tu sais, Malkin, des fois, tu peux le trouver un peu nonchalant ou un peu absent, puis après ça, pendant 20 matchs, il va faire 50 points. Ouais. C'est comme... c'est difficile de le mettre de côté juste parce que des fois, il est un peu lui-même, là, tu sais, il est un peu... soft. Un peu soft, mais le talent est tellement exceptionnel. Là. J'ai jamais vu un aussi gros joueur patiner aussi rapidement avec autant d'habileté. Là. C'est impressionnant. Je pense que les joueurs qui sont plus grands ont toujours cette knock-là sur eux d'avoir l'air soft parce que les joueurs aussi grands ont tout le temps l'air de patiner moins. Parce que des joueurs petits, il faut qu'ils fassent beaucoup de strides pour équivaloir à une stride de grand. Fait qu'ils ont l'air plus intense, mais lui, il patine comme un... Justement, il est grand, mais il patine pas comme un grand. Il a un meilleur coup de patin qu'un Joe Thornton, là, tu sais, ou dans ce sens-là. Puis tu sais, c'est ça l'affaire, le fait que c'est un enfant aussi. Puis le fait qu'il va qui est exactement l'inverse d'Alexis, alors que lui est repêché à son plus jeune, alors qu'Alexis est repêché à son plus vieux. Donc, imagine... parce que lui, encore, moi je suis d'accord, je pense pas que pour son développement, c'est d'aller dans la Ligue nationale cette année, mais imagine ce qu'il va faire cette année dans la OHL en sortant du draft. Tu sais, je pense qu'il pourrait peut-être faire pourrais-tu y aller avec un 2 points par match comme Rossi puis en fait, les gars, statistiquement, Quinton Byfield, là, si tu fais un prorata, il y a exactement le même nombre de points par match que Cole Perfetti. Il serait deuxième meilleur marqueur de la OHL. Fait que moi, je sais pas ce qu'il y a à apprendre dans cette ligue-là. Là. Non, mais tu l'envoies il est à 8 matchs d'avoir 2 points par game. C'est 45 points, 82 points en 45 games, c'est presque 2 points par match, tu sais, puis il a 17 ans. Là. Oui, mais moi, mon seul point, c'est que lorsque je le compare aux autres dans le draft, lorsque je le compare au top 5 que je t'ai nommé, je peux pas, dans mon lit, je peux pas le mettre devant Lafrenière, je peux pas le mettre devant Stuzzo, je peux pas le mettre devant Marco Rossi, je peux pas le mettre... Lucas Raymond, c'est mon wild card, c'est mon Kotkaniemi qu'on voyait pas là, puis que finalement il a été drafté, puis que Kotkaniemi a un potentiel de feu, sauf qu'ils sont pas capables de développer personne à Montréal, là. Puis je peux pas le mettre devant Drysdale. Fait que de le mettre 6, puis tu sais, quand je dis il est soft, ça se peut que dans 3 mois, il soit plus soft. Et ça se peut que dans 5, ça va, le développement, puis je le vois au football quand je coach, là, moi, j'ai des gars qui arrivent en secondaire 4, ils reviennent en secondaire 5, c'est pas la même personne. Il y a beaucoup de choses qui se passent en 1 an. Moi, je le compare aux joueurs de mon top 6 en ce moment, et selon les joueurs de mon top 6 en ce moment, il est 6. Écoute, je pense que c'est la carte Joker du repêchage. C'est-à-dire, peut-être que dans 5 ans, on va soit se dire comment ça se fait qu'on l'a pas mis top 2, ce gars-là a pas de bon sens, c'est un centre de 6 pieds 4 qui fait tout. Puis peut-être qu'on va s'être dit, on aurait dû le mettre plus bas, il y avait des gars qui étaient plus talentueux. Tu sais, c'est un peu, je pense qu'il y a un peu le Joker qui va être tough à prévoir, mais à ce stade-ci, moi, je parierais encore sur lui big time. Alright. Bon, numéro 7. Tout est beau, Charles? Il a encore caché son micro. J'imagine qu'il a encore caché son mute. Tout est beau, je suis là. OK. Numéro 7, moi, j'ai mis Alexander Holt. 16 points dans la Ligue de Suède. C'est pas pire. 5 points au World Junior. C'est un goal scorer. C'est que j'ai vraiment aimé son body language sur la glace. C'est un gars que j'aime beaucoup, Alexander Holt. J'ai vraiment aimé au World Junior. C'est là que je l'ai découvert. Puis je l'ai mis 6. Je trouvais qu'il était à sa place là. Puis c'est ça. Ouais, ben,
ton opinion est très légitime. Alex Holt, c'est un sniper. Là, il va faire la plupart de ses buts au même endroit que Steven Stamkos ou Alex Ovechkin. Son release, c'est impressionnant. Là. Je pense que c'est le meilleur lancé du poignet du repêchage. Là. Ça, c'est assez évident. Là. Mais moi, sur mon comparatif, moi, je le mettais un peu comme Kucherov. Moi, en Holt, je vois Kucherov, mais moins russe. Ah, ça, tu vois, je suis pas prêt à te le donner parce que je trouve que Kucherov, il est vraiment all-around. Là. On dirait que tout paraît facile pour Kucherov, ses feintes, son lancer, même son playmaking. Alex Holtz, je le vois pas comme un playmaker aussi élite là, que Kucherov. Je le vois vraiment comme un marqueur de but. Je le vois marquer 30 buts par année assez facilement. Mais je suis pas encore persuadé que dans un jeu collectif, il va vraiment aider mon équipe à accéder au prochain niveau. Tu sais, c'est un marqueur. Moi, je le résumerais comme ça. Par contre, j'ai aimé son implication défensive. Moi, tous les matchs que j'ai regardés en SHL, il back-checkait comme un cinglé. Puis, il avait pas peur de donner des mises en échec. Fait que je trouve que ça a sa valeur. Moi, je l'ai un petit peu plus loin. Mon choix numéro 6, moi, c'est du côté des Américains, c'est Jake Sanderson. Oh, Jake Sanderson. Oh, Lord. Oh, talk to me parce que je veux te talk après. le fils de Geoff Sanderson, c'était le capitaine des U18 du programme américain, du NDTP. Ce gars-là patine tellement bien, c'est fluide, c'est explosif. Ses virages sont doux. Moi, je l'ai adoré là, de tout ce que j'ai vu de lui. Je trouve qu'il faut le mettre un peu plus haut parce que c'est un défenseur. Offensivement, il m'a pas montré que ça allait être sa grande force, mais il m'a montré que il avait les qualités nécessaires pour produire au niveau de la Ligue nationale. Il a continué de progresser toute la saison. Moi, je le vois un peu comme un Ryan McDonough, mais un peu plus rapide que physique et peut-être un peu plus crafty encore. Il est tellement long. Il est long. 6'1", 180. Il est long. Et c'est qu'il il est pas beef. Il est long. Il a 17 ans. Puis des longs défenseurs, à cet âge-là, dans le draft, il y en a pas beaucoup. Moi, sur mon draft board, là, il était, ouais, ma guy. Il était 17e sur mon draft board. Ouais, c'est un petit peu loin, je crois. Tu sais, moi, je pense que ça va aller entre 4 et 12 pour Jake. Mais parce que j'avais pas... Je trouvais que il y avait d'autres défenseurs meilleurs que lui, selon moi. C'est juste ça. Ah ouais. Mais on va en parler tantôt. Mm-hmm. Tu vois, moi, je l'ai pas vu... j'en ai pas vu avec ses qualités, tu sais. Moi, je le regardais jouer, puis je trouve que dans la dernière année ou les 2 dernières années, c'est celui qui se rapproche le plus d'un Miro Heiskanen au niveau du wow! Je pense pas qu'il y a le même edge, mais au niveau du coup de patin, c'est très similaire. C'est assez semblable. Fait que pour moi, si tu peux repêcher ce gars-là au 6e rang, je crois qu'il faut le faire. À long terme, pour ta défensive, ça va être bénéfique. Vas-y, Dave. Tout ce que j'allais dire par rapport au fait qu'il y a un aussi gros gap entre le classement de différentes personnes, c'est que lui, je pense qu'on pourrait dire, Charles, qu'il est un petit peu late to the party, dans le sens que on dirait que lui, son rise a vraiment commencé dans les derniers mois, puis là, il y a eu la pandémie, mais je pense que lui, c'est exactement le genre de gars que, en route vers le repêchage, son stock montait. Tu sais, on a vu l'année passée un Moritz Seider être repêché finalement 6e par une équipe qui l'aimait. Tu sais, je pense que Jake Sanderson, c'est ça. Il suffit d'une équipe qui l'aime autant que Charles l'aime, puis qui voit les mêmes choses. Mais je pense que c'est un gars qui, à Noël, l'opinion était pas la même sur lui que maintenant. Puis je pense que peut-être que l'opinion sur lui serait peut-être encore plus haute s'il n'y avait pas eu un arrêt des ligues. Ouais. Parce que je pense qu'il montre un développement puis une évolution quand même assez drastique là, puis intéressante. C'est offensivement, au milieu de la saison, il s'est mis à produire, il s'est mis à s'impliquer un peu plus.
à prendre des risques. Puis je pense que ça a vraiment changé la perception de ce gars-là. Il a fini 4e, je crois, sur le classement de la centrale. Puis avec le U18, il serait peut-être encore plus haut, t'as raison. Good. Bon, là, on est rendu à 8. Il reste 3 picks dans notre top 10. Lui, j'ai eu de la difficulté à le placer. Parce que, comme je vous rappelle à la maison, ou whatever vous écoutez, moi, je fais selon les meilleurs joueurs dans mon livre à moi. Moi, qui je drafterais si j'étais à la position numéro 8? Et moi, contrairement à plusieurs, tu draftes le meilleur joueur disponible, celui qui peut t'aider, le meilleur potentiel disponible. Moi, Yaroslav Askarov, le gardien de but, l'équipe qui va mettre la main sur lui, tout ce que je lis partout, c'est que c'est Carey Price. C'est tough trouver du footage sur lui. Donc, il a fallu vraiment que je lis beaucoup. Il a joué dans la VHL, la Ligue mineure de la KHL. Il a joué une game en KHL. Il a gagné avec Saint-Pétersbourg. Une moyenne de 2,45 de goals against, 920 de pourcentage. Mais son ceiling est off the roof. Donc, je peux pas aller plus bas que 8 pour Yaroslav Askarov. Ouais, je vais te le donner. Je suis un gros fan de Askarov. Ce gars-là a une médaille à chaque championnat où il a participé. Fou. C'est fou, hein, quand même. Je pense qu'il y a 6 championnats internationaux, il y a 6 médailles. Au U18 l'année passée, c'est lui qui a battu le Canada à lui seul. Là. C'est à lui seul, il a remporté la médaille d'or. Son seul bémol, ça a été les World Juniors, mais c'est la première fois depuis longtemps qu'on voit un gardien de but de 17 ans être gardien numéro 1 au début d'un tournoi des Under 20 pour l'équipe des Russes. Comme les Russes n'utilisent jamais leurs joueurs de 17 ans, puis là, ils ont pris Askarov et ils ont déterminé que c'était le gardien numéro 1. Il n'a pas fini numéro 1, mais il a gardé 4 matchs. Et l'équipe, cette année, est-ce que les Russes ont gagné la médaille d'or? Est-ce que je me trompe? Non, c'est les Canadiens. Hein? Ouais, Canada. Mais quand même, médaille d'argent. Il est allé chercher une médaille d'argent. Il faisait partie de l'équipe. Moi, je l'ai un peu plus loin. Je trouve qu'il y a encore des joueurs qui valent la peine avant Askarov, étant donné sa position. Mais si on parlait strictement de talent puis de potentiel franchise player, c'est un top 5, c'est ça. Askarov, là, il a joué dans la KHL à 17 ans. Puis il a gagné sa game. C'est pour qu'une équipe, je sais que KHL, les gens vont rire, là, mais c'est une ligue qui fait du sens, OK? Peut-être que les hauts dirigeants de la ligue font pas de sens, mais le talent qu'il y a dans cette ligue-là, ça fait du sens. Il y a beaucoup de bons joueurs de hockey. Fait qu'à 17 ans, tu t'en vas mettre ton équipement puis tu t'en vas être gardien de but dans la KHL. Mad respect pour Askarov. Toi, tu penses quoi de tout ça, Dave? Mais Askarov, écoute, il y a vraiment... C'est un des gars que je vais avoir le plus de plaisir à suivre les prochaines années parce que le lancement de DXC de prendre un goaler aussitôt, il y a des GM qui s'arrachent les cheveux là-dessus. Tu sais, il y a Ken Holland, le fameux GM, qui là, il est à Edmonton, mais qui a géré les dynasties à Détroit. Lui a toujours dit qu'il perd jamais de choix de première ronde sur un gardien de but. Il dit que c'est gaspiller un choix que de repêcher un gardien en première ronde, ce qui est quand même un gros statement, sachant que Carey Price, c'est un joueur de franchise, tout ça. Mais faut savoir qu'un gardien aussi, pour les gens, contrairement à Lafrenière ou à des joueurs de haut talent, ça prend des années avant un joueur d'attaque peut jouer à 18 ans s'il est exceptionnel, mais un gardien, même exceptionnel, avant 22, 23, 25 ans, il sera pas vraiment en mesure d'être numéro 1. Là, des gars comme Bennington en passé, c'est vraiment des exceptions. Fait que Askarov, moi, j'ai extrêmement hâte. Je trouve que physiquement, c'est une brute. Puis j'ai extrêmement hâte de voir son développement. Mais écoute, de le prendre top 10, je pense que ça va prendre quand même des belles couilles en or de la part d'un GM. Ben, man, il faut parce que ce gars-là, je pense que c'est un talent. C'est quoi le nom du patinet à Tampa Bay, là, que je me rappelle jamais? Vasilevski. Tu sais, je pense que ça va arriver. Vas-y. Je pense que ça va arriver, Kev, parce que l'année passée, si le Canadien a réussi à avoir Cole Caulfield 15e, c'est parce que des équipes comme Panthers ont pris le goaler, là, le goaler américain, Charles. Ouais, Spencer Knight. Spencer Knight, et puis fait que si les gens, tu sais, Spencer Knight, au niveau pour moi, Spencer Knight, je pense pas que je pense qu'il pourrait être bon, là, mais écoute, Askarov, physiquement, je pense qu'en termes de potentiel strictement, Askarov a plus de potentiel que Spencer Knight, je pense.
Je pense que tout le monde s'entend pour dire ça. Fait que si quelqu'un a quand même pris une chance dans cette top 14 ou top 13 l'année passée avec Spencer Knight, j'ai de la misère à croire qu'il n'y a pas une équipe qui va le snapper là, dans le top 12 Askarov. Je suis absolument d'accord. Moi, je le vois bien avec les Devils. Oui. Ah, good eye. Oui. Ouais, moi, c'est pas mon choix à ce stade-ci, Askarov. J'ai quelques joueurs avant lui, mais je l'ai en très haute estime. Moi, rendu au 8e échelon, j'ai Lucas Raymond. De tantôt. Son comparatif, c'est Mitch Marner. Le potentiel est tellement élevé. Le gars est dynamique. Le gars a du talent. Il est un peu plus gringalet. Mais je pense qu'il va prendre la masse au fil des années. Puis ça va l'aider. Fait que mon choix, Lucas Raymond. J'aime beaucoup ton choix, puis ce que je me rends compte, c'est là, on a fait 8 choix, là, il n'y a toujours pas de Québécois. On continue. Numéro 9, moi j'aimerais... Alexis Lafrenière. Ah oui, Alexis, c'est vrai. Ouais, mais Alexis, je ne compte pas. Alexis, c'est extraterrestre. Je parle, tu sais, il y a beaucoup de Québécois, là, que, moi, ils craquent pas mon top 5, mon top 10, puis on va en parler éventuellement, là. Mais mon numéro 9, c'est Anton Lundell. Lui, je ramène encore l'exemple de Kotkaniemi, là, mais ce genre de joueur-là, il y a beaucoup de gens qui le comparent à Kakko Capo. Moi, Capo, je pense que t'as inversé tes voyettes. Il y a 8 K dans son nom. Il y a beaucoup de gens qui le comparent à lui. Moi, je me demande entre Kakko et Lundell. J'aime mieux Lundell. Défensivement, c'est un des meilleurs du draft. Je pense que la raison pourquoi il est aussi bas, malgré le fait qu'il soit un top pick, selon moi, c'est que son développement va être vraiment plus long, puis que c'est rare qu'on voit un joueur défensif aussi fort 9e dans un draft board. Fait que je te laisse aller, Charles. Ouais, mais en fait, Lundell, c'est que il est pas flashy. C'est ça. Il est pas... tu le regardes jouer, puis t'es pas époustouflé, mais il prend les bonnes décisions, il est fort physiquement, il patine bien. Il patine un peu awkward, je trouve. Là, il pourrait encore abaisser son centre de gravité. Là. Les jambes sont longues, là, sont assez dépliées, mais il patine bien. Il crée de l'attaque. Là, il a fait quoi? À peu près 30 points en 40 matchs en Liga. Ouais, 28 en 44. OK, ouais, tu vois, j'étais pas trop loin de la ligue finlandaise. Il jouait avec des hommes. À 16 ans, il jouait pour l'équipe de la Finlande au World Juniors. C'est dur de pas le mettre dans le top 10. Je pense que ça montre à quel point il y a du talent cette année dans la QV 2020. Parce que c'est un gars qui pourrait sortir autant 5e que 14e dans mon livre à moi. Je le vois un peu comme un genre de Mikko Koivu, un peu plus all-around. Je le dirais comme ça, Mikko Koivu avec un edge de plus au niveau défensif. Tu vois, je serais tenté de le mettre à peu près là, à peu près 9e. Ouais, je vais... Non, sais-tu quoi? Je vais le mettre un peu plus loin. Moi, il y a un autre joueur que je veux mettre avant lui. C'est un gros riser dans le draft. C'est Seth Jarvis. Oh, oui. Tu vois, ma note à côté de Seth Jarvis, c'est tabarnak de bonne fin de saison. Ah non, c'est fou. En mi-saison, c'était une belle saison. Ouais. Puis, en deuxième moitié d'année, il a fait, je pense qu'il y avait 2,36 points par match. Et il a fini deuxième marqueur de la WHL. C'est quelque chose, moi, je l'aime vraiment beaucoup. Depuis le Ivan Linka de l'été passé, je l'avais mis sur... je me l'avais noté, je l'adore. Je trouve que ce joueur-là a beaucoup de talent. Il est très petit, c'est ça son désavantage. Il est vraiment petit. Physiquement, il est pas imposant. C'est un petit droitier, mais il a tellement de talent, puis il est tellement tenace que j'ai de la misère à le mettre plus loin. Tu sais, il était sur le trio à Quinton Byfield ou Ivan Linka, puis je le trouvais meilleur que Byfield. J'ai trouvé qu'il a livré une meilleure performance. Je cherchais beaucoup de comparatifs, tu sais, je cherchais des joueurs de sa stature qui ont réussi à s'imposer au niveau de la Ligue nationale, puis je suis pas en train de dire que c'est le même genre de joueur,
en termes de calibre, mais en termes de style de jeu, je vois Artemi Panarin. Wow! Je le vois patiner, je le vois contrôler la rondelle, je le vois être un peu plus smart que les autres, je le vois avoir un edge. J'ai l'impression que ça va être long pour Jarvis. Ce sera pas le gars qu'à 19 ans, il va surprendre tout le monde puis faire l'équipe, mais j'ai l'impression qu'à 23, 24 ans, quand il va avoir atteint sa maturité, un peu comme Panarin en Russie, c'est à partir de 24 ans qu'on l'a signé en Ligue nationale. Moi, j'ai l'impression que vers ces années-là, là, on va avoir un joueur tellement dominant, ultra tenace. J'ai l'impression que c'est le genre de gars que tu veux dans ton équipe. Donc, pour moi, ça va être mon choix au 9e rang. Je vais mettre Seth Jarvis. Dave, je vais te laisser aller. Moi, mon comparatif, là, c'est Jordan Eberle. C'est lui mon comparatif de Seth Jarvis. Je trouve, là, quand je regardais Jarvis, je voyais Eberle Wood Jr. aller. C'est comme ça que je le vois. Fait que je te laisse aller, Dave. Ah non, mais honnêtement, j'avais même pas rien à ajouter, honnêtement, parce que je l'ai pas vu assez jouer pour. Mais je trouve que les comparatifs de Charles puis sont assez pertinents pour quand même centre droitier, quand même 98 points en 58 games en WHL. C'est fou, là. Puis encore là, moi, le plus et les moins, c'est primordial. Pour moi, le petit patinet est plus 53. Elle dit, tu prends pas, tu marques des buts, tu fais des buts, mais t'en prends pas trop. Ouais, il jouait en plus pour les Winterhawks de Portland. Ouais. C'est pas un club qui était loadé cette année. Je crois qu'il y a à peu près 25 points de différence entre lui et le deuxième marqueur. Ça dit que... Il y a 28 points entre lui et Jaden Duro. Ouais, c'est ça. Tu vois que c'est lui qui supportait l'équipe. Fait que juste pour ça, je vais mettre Seth Jarvis. Je le feel. J'ai un crush pour lui. Fait que Seth Jarvis. Numéro 10, pick final pour le top 10 du pod. Et je rappelle aux gens, si vous voulez un pod vraiment, vraiment plus in-depth, avec encore plus de gras ou de viande autour de l'os, Dread sur le tape, quand ça va, allez suivre la page Dread sur le tape, puis toutes les informations vont être là. J'adore écouter ce podcast-là, je le trouve bon, puis moi, je dis tout le temps, c'est une des entrevues que j'ai eu le plus de fun à faire avec Mélodie Daou, donc Dread sur le tape. Mon numéro 10, Cole Perfetti, excuse-moi. Lui, beaucoup de gens l'avaient vraiment, vraiment plus haut, et moi, je le trouve vraiment bon, mais dans une autre année, il aurait été top 3. Je trouve que c'est un bon fabricant de jeu. Il est capable de mettre la rondelle dans le filet. Il a une belle vision. Lui aussi, je trouve c'est le fun de le voir ralentir le jeu, regarder c'est le fun de le voir aller. Son coup de patin, c'est pas le meilleur coup de patin au monde. Par contre, je pense que c'est un joueur qui mérite d'être dans le top 10 parce que dans n'importe quelle autre année, il serait top 3. Donc, le talent est là. Je pense que c'est juste je pense que lui aussi, ça va être un projet dans 2-3 ans, Cole Perfetti. Je te laisse aller. J'ai tellement de difficultés à évaluer ce joueur-là parce que il a fait une saison de 110 points. Partout où il est allé, il a été dominant. Au U18, ça a été le meilleur marqueur du tournoi avec 12 points, si je me trompe pas. J'ai même lu récemment que c'est un gars ultra intelligent. Là. Je pense que dans ses tests scolaires, il était à peu près top 5 au Canada, là, selon certains tests. C'est un gars profondément brillant. Mais j'ai de la misère à l'aimer. Je trouve qu'il y a une belle vision du jeu, il y a un beau lancer. Sur réception, il est capable de recevoir une passe puis de la placer à peu près n'importe où. Mais je trouve qu'il manque de dynamisme sur patin. Il manque d'explosion. Mais c'est son coup de patin. Moi, là, c'est ça qui le retient pour être numéro 10. Parce que si le gars, il avait un coup de patin à la Byfield quand il s'en va dans un coin, ou je veux pas dire à la Alexis Lafrenière, mais à la Michael Rossi, il serait tellement plus... Ça a pas de l'air d'y tenter parce que son coup de patin n'est pas au même niveau que les gars qu'on a nommés plus haut. Mais le gars, il a quand même 111 points en 61 games, plus 49, quand même 74 points en 63 games l'année d'avant avec les Spirit de Saguenay. Puis, tu sais, le gars, c'est un bon joueur de hockey. C'est juste, comparé aux autres, c'est tough de le mettre plus haut. Ben, c'est ça. Tu sais, moi, j'ai remarqué que la plupart du temps, quand il arrivait quand il voulait se distancer du défenseur,
c'était des virages brusques. Il utilisait son edge work, mais au final, le défenseur le suivait. Je sais pas, moi j'ai l'impression que c'est le genre de joueur qui va me hanter. S'il finit par être un joueur très ordinaire, on va m'encenser. Mais s'il continue de produire comme ça, je vais avoir l'air d'un épais, là, d'une bonne douille. Moi, Cole Perfetti, j'ai je pense que j'ai encore 3 à 4 joueurs devant lui dans mon classement. Au U18 cet été, j'ai préféré Hendrix Lapierre à Cole Perfetti. Je trouvais que sans Lapierre, Perfetti, il shinait pas autant. Fait que moi, je crois que pour mon 10e choix, c'est tellement difficile. Bon, tiens, pour le show, je vais y aller avec Jack Quinn. Ah, je l'ai aussi. Il est 11e, moi, il est 11e. Tu vois, même, je m'en veux de pas avoir mis Holtz. Il y a tellement de joueurs que j'aime, mais à un moment donné, il faut départager. Jack Quinn jouait à Ottawa, il jouait avec Marco Rossi, mais les deux jouaient pas sur le même trio à 5 contre 5. Sur l'avantage numérique, ils jouaient ensemble. Ça a probablement boosté la fiche de Jack Quinn, ça c'est évident, mais le gars a marqué 52 buts. Sa progression a été exceptionnelle. À 16 ans, il a eu une saison ordinaire. Il était même pas sur le radar pour être un choix de première ronde. Puis maintenant, je pense que c'est un lock pour être top 15. Ça, c'est évident. Il y a même des gens qui disent top 9, entre 5 et 9. Il patine bien défensivement. Il s'implique. Son potentiel est ultra élevé. De la façon qu'il progresse, on dirait que tout est possible. Tu sais, je le vois dans une situation similaire à Pasternak, son année de repêchage. S'il a glissé aussi loin, c'est que il est en pleine progression. On n'était pas certain encore, mais je vois certaines similitudes chez Jack Quinn. Pasternak est nettement meilleur. Là, je les compare pas à ce niveau-là, mais je vais y aller avec Jack Quinn. Je trouve que l'équipe qui va le choisir va avoir un bon marqueur puis un bon joueur sur 200 pieds. Donc, c'est mon choix. Mais surtout, je pense que tu as tout dit. Je pense que la seule chose à rajouter, c'est que l'affaire la plus nice avec lui, c'est que ces deux noms sont deux des prénoms des frères Hughes. Et ça, c'est le genre de détail qui est pas place. Là, beau top 10, les gars. Vas-y. Ah, j'ai dit beau top 10, les gars. Ouais, assez bien, mais tu vois, on le ferait demain que j'aurais pas le même. Mais c'est ça. Moi, je vais enregistrer la liste, puis ça bouge plus. C'est jusqu'au... Je vais vous nommer... Ouais, vas-y. Je vais vous nommer des gars qui sont pas dans mon top, mais qui auraient tellement pu l'être. Tu sais, j'ai Alex Holtz que j'ai pas mis. Là. Shame on me de pas avoir mis Holtz. Il y a Askarov aussi, qui était pas là. Il y a Lundell, il y a Perfetti. C'est tous des gars très légitimes pour le top 10. Même Hendrix Lapierre, malgré ses blessures, c'est très légitime. Mais ça, c'était mon prochain débat. On fait quoi avec lui? Parce que lui, sur ma liste, en termes de talent pur, il est 7. Mais si je suis... il est 16e, excuse. Mais si je draft au 16e rang, puis le nom, c'est Hendrix Lapierre, mais ça se peut, je repense à 2 fois. On fait quoi avec lui? Est-ce qu'on le draft high? Est-ce qu'on le draft en 2e ronde? Est-ce que selon vous, vous êtes directeur général, vous faites quoi avec Hendrix? Moi, à partir du 15e rang, je pense que tu peux pas ne pas le prendre. Il a démontré tellement de belles choses que je pense que tu le sélectionnes. T'sais, évidemment, il faut que tu aies une équipe avec une certaine profondeur pour te dire que si jamais les blessures sont trop sévères, ben on vient de perdre un joueur. Mais on parle d'un first round pick dans un des drafts les plus deep of all time. Il est fort, il est très fort. Moi, s'il avait été en santé, là, il était devant Perfetti, il était devant tellement de joueurs. 100%. Je dirais 15e. Moi, c'est mon repère. Un peu comme Peyton Krebs l'année dernière. 15e, avec toutes ses blessures, je trouve que c'est le sweet spot. Vas-y, surtout Dave. Que finalement, c'est qu'apparemment que ces commotions, certaines n'en étaient peut-être pas finalement. Il y a comme toute une investigation côté santé, que finalement c'était peut-être un problème de vertèbre, en tout cas. Mais ça, c'est une affaire que je pense que les équipes vont aller en détail là-dedans.
s'assurer parce que si la commotion n'était pas une, finalement, puis qu'il y a eu une commotion, ben, tous les joueurs ont déjà eu une commotion, tu sais. Rendu là, côté talent, s'il glisse jusqu'en milieu de première ronde, c'est tough à ignorer un centre de 6 pieds qui est autant, peut-être sous-apprécié, peut-être, il faudrait le dire. Très sous-apprécié. 17 points en 19 games cette année. L'année d'avant, 45 points en 48 games. Très, très, très sous-apprécié. Moi, c'est juste ma mentalité. Puis c'est un peu comme au draft de la NFL. Quand un joueur s'est blessé au genou, il drop dans le draft. Là, c'est la tête. On n'a pas les informations claires, nettes et précises. Puis, tu sais, lui, c'est un gars qui est très allumé, très intelligent. Puis il prend sa santé très à cœur, donc I don't know, man. Ça, je pouvais pas le mettre top 15 parce que... Mais tu sais, rapidement, les joueurs que j'ai laissés off du top 10, qui sont dans mon top 15, Jack Quinn, comme de nommé, Seth Jarvis, Jérémy Poirier. Jérémy Poirier, là, c'est Kyle McCarr. Sauf que Jérémy Poirier peut pas jouer dans sa zone for shit. Fait que c'est pas Kyle McCarr. Ouais, mais... Non, mais tu comprends ce que je veux dire? Offensivement parlant, c'est, selon moi, offensivement parlant, le meilleur défenseur du draft. Il est même meilleur que Tipatney Drysdale. Offensivement. Défensivement, on peut pas le prendre. Man, sa photo sur HockeyDB vaut le détour à elle seule, man. Elle est incroyable. Il a les yeux cross-eyed, les cheveux, c'est incroyable. Mais, ouais, non, ce gars-là, attends. Je l'aime beaucoup, là. Je l'ai disrespect, mais je l'aime vraiment beaucoup, là. C'est juste, c'est difficile c'est drôle la photo. C'est difficile de le mettre. Tu sais, mettons, en 2018-2019, 21 points en 61 games, c'est pas ça qui est incroyable, mais moins 41. Puis en 2019-2020, 53 points en 64 games, moins 25. C'est tough de le mettre plus haut que 13. C'est très bon. C'est un gars de powerplay, c'est ce qu'on comprend. C'est un gars de powerplay. Toi, tu l'avais où, Charles? Moi, je l'ai un petit peu plus loin, là. Tu sais, moi, je le vois plus autour du 18e, 20e. OK. Tu sais, il y a tout le talent, là. On va se le dire. Ben, en fait, le coup de patin est bien, très bon même, mais pas c'est pas McCarr, là. Au niveau du coup de patin, ça, faut l'enlever. La force de Poirier, c'est ses mains. Ses mains sont à un autre niveau, là. Ses mains, c'est sa qualité prédominante. OK, on va dire, c'est le patin à McCarr, là, c'est quoi son nom? Il est venu à la classique, là. Girard. Les mains de Girard. Pas tout à fait. Tu vois, Girard, il se démarque par ses virages, plus que par ses mains. J'ai pas le comparatif qui me vient en tête pour Jérémy Poirier. Il est assez unique en son genre. Mais je sais pas, faudrait que je connaisse sa personnalité pour te donner un avis sur lui. On dirait qu'il me manque ce détail-là de faire, regarde, c'est un bon kid, ça va bien aller, tu sais, il va apprendre. Genre, en ce moment, il est flashy, il joue dans le junior, c'est sûr, c'est évident, là, c'est fait pour ça, la Q, mais j'ai besoin de connaître sa personnalité. OK. Puis mon dernier de mon top 5, c'est Rodin Amirov. Lui, je suis high over high sur lui, mon gars. Qu'est-ce que t'aimes? J'aime tout. J'aime son coup de patin. On dirait que je suis content quand il score parce qu'il est aussi content. On dirait que je l'ai vu jouer puis j'ai fait, God damn, il me semble que ce genre-là, c'est un coup de foudre. Fait que moi, je l'ai mis 15. Puis, tu sais, c'est un gros bonhomme quand même à 18 ans, 683. Puis c'est pas il va pas brûler la ligue, là, mais dans sa ligue qui est pas la meilleure ligue au monde, il a quand même 22 points en 17 games. Il a joué un peu à KHL, il a joué. Puis moi, je l'aime beaucoup. Ouais, il est vraiment bon. Je trouve que c'est un bon wild card, je trouve. Je pense pas que tu peux te tromper en le draftant. Je pense pas non plus. Je pense qu'il va jouer pro. Je sais pas à quel point il va être bon, mais il va jouer pro. Ça, il va jouer pas tout de suite. Il va pas jouer tout de suite. Quand tu drafts 15, là, c'est que t'es sur le bord de faire les playoffs. T'as pas besoin de lui tout de suite. Fait que tu peux l'envoyer jouer en KHL 1 ou 2 années, tu le ramènes, le gars il a pris du poids, il a mangé du riz, il est en forme, tu le mets dans ton line-up, il joue sur ta deuxième ou ta première.
Potentiellement. Peut-être plus sur ta deuxième, troisième au départ, puis on verra pour la suite. Je suis un peu plus prudent, moi, avec Amirov, mais je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup aussi. Ouais. Moi, chez les Québécois, j'ai un autre coup de cœur. Vas-y. Un joueur que j'aime vraiment, vraiment beaucoup, moi, c'est Maverick Bourque. Je sais pas vous. Moi, j'adore ce gars-là. Mais c'est un gros prospect junior. Là. Junior, il n'a pas été repêché premier ou deuxième overall? Je crois qu'il est third overall avec les Cataractes de Shawinigan. Mais ouais, c'est un solide prospect. Il jouait pour Team Canada ou Ivan Linka. Il est 5 pieds 10. Il doit être autour de 165, 170 livres. Fait que c'est pas un gros format. Mais je le trouve tellement intelligent. J'aime ses prises de décision. Ses mains sont bonnes, son lancer est bon. Tu sais, son coup de patin est pas encore très explosif, mais il patine bien. Tu sais, je pense que ça va être une progression plus lente, mais à long terme, j'ai vraiment confiance en ce gars-là. Tu sais, je vois des flashs de Claude Giroux. Oh wow, c'est parce que moi Maverick sur ma liste, il est 20. Mm-hmm. Puis la raison pourquoi il est aussi loin, en fait, c'est le dernier parce que moi, c'est un top 20 je faisais. C'est le dernier de ma liste de 20. Puis la seule raison pourquoi je l'ai mis 20, c'est parce que j'étais comme, le gars est trop fort pour pas le mettre 20. Mais on sait rien de ce gars-là. Rien. On sait qu'il est bon au hockey, on sait qu'il s'est amélioré défensivement, on sait qu'il a tous les atouts pour être un bon joueur de hockey dans la Ligue américaine, peut-être un très bon joueur de hockey dans la Ligue nationale, si tout est en place autour de lui. Je pense pas qu'une équipe qui a besoin d'un joueur de franchise tout de suite ou dans les 3-4 prochaines années vont aller chercher Maverick. Je pense que Maverick, c'est un gars qui va se développer éventuellement, puis que ça va être un peu comme Amirov. Je pense que ça va être... On sait pas qu'est-ce qui va arriver, il va manger du riz, il va prendre du poids, il va jouer dans la nationale peut-être. Ouais, tu sais, Amirov, il patine déjà plus rapidement que Maverick Bourque. Fait que pour moi, c'est un choix un peu plus sûr. Mais tu sais, c'est le genre de joueur que s'il glisse autour de 22, 25 dans ces rangs-là, moi, je suis les Canadiens de Montréal. Je fais pas mal tout ce que je peux pour aller chercher un choix, puis je le ramasse. Comme j'ai un bon feeling pour lui, tu sais, je le sens un peu comme je sentais Anthony Beauvillier. Tu sais, Beauvillier avec les Cataractes, c'était un leader, c'était un winner. Puis je sens la même chose de Maverick Bourque, de ce que j'ai vu en entrevue, de ce que j'ai vu sur la glace. Tu sais, le gars a fait quoi? 71 points en 49 matchs cette année. Ouais. L'année passée, il était pas loin de points per game. Puis il est pas encore explosif. Tu sais, moi, je le vois vraiment haut. J'ai confiance en ce joueur-là. Mais comme je te dis, moi, je pense que c'est un gars qui va jouer toutes ses années dans le junior. Je pense qu'il va jusqu'à 20 ans dans le junior. Il va se développer. Puis qu'après ça, we don't know. Ben, je l'aime beaucoup. Il est dans mon top 20. Je veux pas de disrespect, le gars. Mais je le compare tout le temps au meilleur du draft. Puis ça donne ça pour moi. Vas-y, Dave. Ouais, j'allais dire, je pense qu'il y a tous les attraits d'un vol de fin de première ronde. Tu sais, ouais. On est en fin de première ronde, justement. Charles l'a dit, mais j'y pensais, tu sais, le Canadien, que le nombre de picks qu'on a cette année, faire comme, regarde, on va donner un deuxième, on monte, on va le chercher, tu sais, on va le voler en fin de première. Il se développe sans aucune pression parce qu'il n'a pas été repêché top 5, top 10. Puis après ça, je pense encore une fois, ça revient beaucoup à la personnalité. C'est ça qu'on ne sait pas de lui, là, tu sais, il n'est pas non plus aussi high profile que les autres, mais si tu vois que le gars, il a de l'acharnement, tout ça, tu fais gros, je pense que moi, je prends une chance. Il jouait avec Lafrenière au top prospect game, puis je le trouvais tellement intelligent, tu sais, dans sa façon de l'alimenter, dans sa façon de suivre Alexis, tu sais, je voyais vraiment un IQ très élevé pour lui, puis je me disais juste à quel point, si son coup de patin évolue, il va être capable de jouer avec n'importe qui dans la Ligue nationale, que ce soit à l'aile droite, que ce soit au centre. Et il va pouvoir suivre les meilleurs. Puis ça, je crois que c'est une qualité assez rare. Ben, les boys, c'était un plaisir et un honneur de discuter draft avec vous. Pendant le podcast, j'étais tout le temps Bruno, puis j'ai dit, damn, j'ai du fun, un vrai podcast de hockey, des vraies discussions de hockey. Puis je voudrais pas le faire avec d'autres mondes que vous autres.
Merci, Kev. Le pire, c'est qu'on est encore resté en surface. Ouais, c'est ça, mais c'est pour ça que j'en vois tout le temps. Ouais, j'en vois tout le temps aux gens, tu sais, je dis, allez écouter Dread sur le tape, tu sais, nous, on a parlé 1 heure, mais eux, ça va être long, puis ça va être bon. Puis dans le fond, nous, tu sais, qu'est-ce que je voulais faire avec ce podcast-là, c'est vraiment, tu sais, quand vous allez vous asseoir pour écouter le draft, les noms vont sortir, vous allez pouvoir dire, bon, ben, Kev, il a dit que lui, c'est du brownie. Charles, il a dit que lui, Dave a dit, tu sais, c'est vraiment un accompagnateur vers le draft. Puis, Dread sur le tape, ça va vraiment être, t'sais, là, on rentre dans le gravy, là. Donc, si vous voulez aller suivre Charles Pellerin sur Instagram, @Charles_Pellerin, Dave Bocage, c'est Dave.Bocage, et la page de Dread sur le tape sur Instagram. Selon moi, c'est les gros connaisseurs de hockey, là, ils sont en ce moment sur le podcast, puis je leur parle. Merci beaucoup, Kev. Vraiment, s'il y en a qui sont vraiment, vraiment draft, là, vraiment au niveau là, Asperger comme Charles et moi, ben le spécial de Dread sur le tape du draft, c'est vraiment là un 2-3 heures. Il y a Simon Snake Boisvert aussi, qui est un ancien scout junior, qui vient débattre avec Charles, qui a des opinions complètement à l'opposé de Charles, parce que ce gars-là, il est là pour le show. Et comme vous savez, là, au moment d'enregistrer, tu sais, on n'est pas au draft, mais les listes vont bouger et Charles et Snake donnent leur première ronde au complet. Donc, on parle du top 31 joueurs. Donc, et ça va changer d'ici le draft. Puis Charles va même faire, depuis l'année passée, il fait un document avec des descriptifs fait que là, on garde avec les années. Ça, puis le document est disponible aux fans. Donc, s'il y en a qui veulent vraiment rentrer là, par-dessus, comment on pourrait dire, aller dans le pas creux, aller dans le creux, dans le fond. Là, on va aller dans le creux avec Charles. Donc, ça, c'est juste pour donner un petit aperçu de ce qui se passe au spécial repêchage de Dread sur le tape. Merci les boys, c'était très le fun. Puis là, j'ai mal à la tête parce que j'ai regardé trop de vidéos de hockey. Merci pour l'invitation, Kev. Ça fait plaisir. Yeah, quelle discussion. J'espère que vous vous êtes rendu jusqu'au bout parce que c'est quand même un de nos longs podcasts. Je pense que c'est un de nos très très longs podcasts. Mais merci tellement d'écouter ces conversations-là. Tu sais, oui, on fait des entrevues avec les athlètes, oui, on fait plein d'affaires. Mais ce genre de convo-là, c'est pour nous autres, ça vaut vraiment vraiment de l'or, ça vaut la peine. Puis, écoutez, on a eu énormément de plaisir à faire ce podcast-là. Donc, énormément merci d'être là, de nous suivre sur Instagram @sans restriction, de nous donner autant d'amour, d'acheter les tasses, les tucs, les casquettes sans restriction sur lazonekr.ca, puis de continuer à encourager le pod. Ben, c'est votre podcast. Dites-nous qui vous voulez avoir sur le podcast ou quel sujet vous voulez qu'on approche, qu'on aborde, puis on va le faire avec plaisir parce qu'on trouve ça vraiment important que ça vienne de vous. Hein. C'est le pod du peuple. C'est pas juste un catchphrase, c'est pas juste un hashtag. C'est vraiment le pod du peuple. Nous, on s'arrange pour faire arriver les choses. Donc, un énorme merci à tout le monde. On vous aime et vous êtes important pour nous et on vous donne beaucoup de bisous. Bye bye. Avec un masque, Parce que c'est ça, avec un masque.